Vous avez fait un séjour d'entreprise ici il y a environ une semaine. Vous faites ça chaque année depuis 21 ans avec le siège de votre entreprise. Vous y emmenez tous vos employés avec vous. Et vous avez parlé de quelque chose dont ne vous parlez pas d'habitude lors de ces séjours. De quoi s'agissait-il ? Nous l'avons remis dans l'entreprise cette année. Il s'agissait du fait que mon succès vient de la spiritualité, pas de la finance. Ce qui s'est passé, c'est que quand ma femme et moi avions commencé Père Riche en 1996, nous avions laissé de côté la spiritualité. Puis les gens d'entreprise sont arrivés. Des businessmen, des comptables et des avocats. Ils ont essayé d'en faire un business. Et j'ai dit non. Nous ne sommes que deux personnes mariées, un genre de Robin des Bois et sa bande. Êtes-vous Robin des Bois ? Prendre aux riches pour donner aux pauvres ? Pas du tout. Je ne crois pas au fait de donner aux pauvres. Mais vous donnez du savoir aux pauvres. En effet. Et ça fait une énorme différence. Certains disent, pourquoi ne donneriez-vous pas de l'argent aux pauvres ? Le problème c'est que ça créerait plus de personnes pauvres. Donnez un poisson à un homme, et il aura de quoi manger pour la journée. Oui, donnez un poisson à un homme, et vous aurez des gens voulant encore plus de poissons. Alors apprenez-leur à pêcher. Mais vous êtes le Robin des Bois du savoir, car je vous vois distribuer ce savoir autour de vous, et les gens riches grincent des dents en disant, ne leur dis pas ça Robert. Exact, ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Malheureusement, les pauvres tels que le dit la Bible, et je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres seront toujours parmi nous. Car tout commence là-dedans. C'est une mentalité de peur. C'est dans leurs mots vous savez, et la parole devient chère. Je ne suis pas vraiment religieux, j'ai aussi raté l'école du dimanche. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre » ou « je ne peux pas le faire », ils régressent. Ils deviennent ce qu'ils disent. J'ai entendu tellement de gens dire « je ne peux pas me le permettre ». Crois-tu que je suis fait d'argent ? Votre mère disait cela. Mon père pauvre le disait. Il disait « penses-tu que je sois fait d'argent ? Je ne peux pas me le permettre. » Et mon père riche dirait « c'est pourquoi il est pauvre. » Les gens pauvres se disent « je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps, c'est une échappatoire. » C'est une échappatoire. C'est plus facile de dire « je ne peux pas me le permettre, je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la salle de sport. » Quand bien même vous pourriez vraiment aller à la salle de sport. Mais non, je ne peux pas. Je suis juste trop fainéant pour y aller. Vous restez prudent et vous n'introduisez aucun nouveau risque dans votre vie. J'ai la sécurité de l'emploi. Exact. Et qu'est-ce que votre père riche disait à la place de « je ne peux pas me le permettre » ? Comment puis-je me le permettre ? Comment pourrais-je faire ça ? Qu'est-ce que ça prendrait ? Ou pourquoi le ferais-je ? Il disait, une question ouvre l'esprit, alors qu'une déclaration le ferme. Quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit s'arrête. Vous devenez ce que vous dites. Par exemple, j'ai tout le temps du mal avec mon poids. Vous me dites que vous faites un régime vegan et tout le reste. Vous savez, je fais un régime vegan 3 fois par an. C'est la pire chose du monde à faire, mais j'ai la discipline de le faire pendant 21 jours. Le reste du temps, je choisis ce que je veux. Le truc, c'est que nous devenons les créatures de nos propres habitudes. Et tant que nous ne stoppons pas l'habitude, nous ne changeons pas. Je fais des séjours d'entreprise 2 fois par an. Pendant 3 jours, les gens viennent du monde entier et nous étudions ensemble. Et cette fois, nous avons parlé de spiritualité. La spiritualité, nombreux sont ceux qui ont du mal à croire ce qu'ils entendent de Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre devrait être mis en avant pour la spiritualité, car ils pensent que ça ne concerne que l'argent. Mais ce n'est pas le cas. En effet. Les gens disent, l'argent n'est pas si important pour moi. Alors, si l'argent n'est pas si important pour vous, ce n'est juste pas important pour vous. Vous ne vous souciez pas de l'argent ne se soucie pas de vous. Les paroles deviennent chères. Je ne deviendrai jamais riche. Ou ma préférée, les riches sont cupides. Ce sont les pauvres qui sont cupides. Quand vous y pensez. Pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres et des jeux, je dois acheter de l'immobilier, et je fournis des logements, je fournis du travail et tout ça. C'est pourquoi je suis riche. Mais les gens cupides ne produisent rien. Non, ce sont les riches qui sont cupides. Je leur dis, les fans de sport, vous pointez un doigt en avant, et vous en pointez 3 autres en arrière. Nous savons qu'il y a un gros problème d'attitude contre les riches de nos jours. J'ai reçu un invité récemment qui a dit que les personnes pauvres sont égoïstes. Ça touche beaucoup de monde sous la ceinture. Puis il dit, pensez-y. Ces gens sont égoïstes, ils se plaignent constamment de leurs problèmes, ils sont tout le temps concentrés sur leurs propres difficultés. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous devenez riche en résolvant les problèmes des autres. C'est comme ça que vous créez de la valeur. Exactement. Si vous pouviez guérir le cancer aujourd'hui, vous seriez un trillionnaire. Vous seriez instantanément trillionnaire. Non, je suis trop occupé pour bosser là-dessus, je pense que je vais jouer au golf à la place.
Comment amenez-vous la spiritualité dans une compagnie telle que Père Riche? Vu que c'est un business, je ne peux forcer personne à faire quoi que ce soit. Mais nous étudions des livres spirituels. Le dernier livre que nous avons vu était Le pouvoir du moment présent, de Eckhart Tolle. Avant que nous n'étudions ce genre de livres, nous avons aussi étudié des livres de finance. Mais j'encourage la méditation et ce processus appelé nettoyage. Tolle dit que nous avons des douleurs dans le corps, issues de choses telles que, par exemple, si votre père a fait quelque chose 50 ans plus tôt, la douleur est toujours là. La méditation ne suffit pas à l'enlever. Il y a des gens qui peuvent s'en occuper. C'est comme un laser guidé vers la zone qui retire la douleur émotionnelle. Il y a des méthodes pour faire ça. Alors, dans nos événements, nous avons des praticiens disponibles pour les gens. Maintenant, est-ce que tout le monde y participe? Non. Ça demande d'y croire. Ça ne marche pas. C'est vrai. J'ai été formé en tant qu'ingénieur, et la science m'a enseigné que rien de tout cela ne marche. Mais quand je médite et que je fais du yoga, je sens que la douleur quitte mon corps. Donc, je dois me demander. Suis-je encore bloqué dans cet état d'esprit de père pauvre à croire ce que tout le monde me dit? Puis, je prends des décisions pour moi-même. Quand les gens demandent comment j'ai pu participer à l'émission d'Oprah, ou comment j'ai fait pour écrire un livre avec le président Donald Trump, je dis que j'ai dû le repousser. Il est tellement haï, c'est un bon gars pourtant. Comment ai-je pu faire tout ça? Ce n'était pas mon cerveau. Oprah devait faire partie de la programmation car ça la concerne aussi. Trump et moi avons écrit ce livre car nous avons tous les deux des pères riches. Et nous défendons tous les deux l'éducation financière. Énormément de gens l'haïssent juste parce qu'il est riche et qu'il est odieux. Il est odieux, je dois le reconnaître. Mais nous n'avons pas fait cela ensemble pour l'argent, car nous avions tous les deux des pères riches qui nous ont enseigné comment faire de l'argent. Nos écoles ne nous apprennent pas ça. Les écoles nous apprennent l'exact opposé de ça. Donc, comment un petit gars comme moi, et nous n'étions pas vraiment pauvres? Nous étions dans la classe moyenne. Je pense que mon père faisait dans les 20 000 $ par an. Et quand j'ai été diplômé de l'université, je faisais 120 000 $ par an. 6 fois ce qu'il gagnait. Et j'avais 21 ans. Il me demande, comment fais-tu cela? Je lui dis, je ne suis pas allé à la même école que toi. Vous avez utilisé votre esprit différemment. Non. J'ai juste suivi mon cœur. Je suis allé à l'école pour devenir un officier de navire, pour naviguer. Alors j'ai navigué tout autour du monde. Dans les années 60, si vous naviguez dans la zone de guerre au Vietnam, ce que j'ai fait, vous devez payer le double et sans aucune taxe. C'est comme ça que j'ai fait 120 000 par an. Je suis revenu et mon père gagnait encore 20 000 $ par an alors que j'en gagnais 120 000. Il ne pouvait pas le comprendre. Car c'est un homme pauvre dans son esprit et dans son âme. Il me dit, tu es devenu comme tous ces gens riches. Je lui réponds, juste parce que j'ai de l'argent? J'étais dans la zone de guerre. Mais ça violait toutes ces valeurs fondamentales. Vous avez reçu Monsieur Lipton dans l'émission, n'est-ce pas? Bruce Lipton, oui. Bruce Lipton, il dit que la pauvreté est transmise. Vous l'apprenez dans votre famille. La classe moyenne la transmet dans les familles. J'étais ravi qu'il approuve Père riche, Père pauvre dans votre émission. Car il a dit, j'ai appris avec un homme riche. Et les gens qui sont actuellement assis chez eux, qui galèrent financièrement, qui s'inquiètent pour l'argent, ou qui ne sont pas heureux alors qu'ils font beaucoup d'argent mais sans aimer ce qu'ils font, on vous l'a sûrement enseigné. Votre super-ego a appris. Trouve-toi un travail, travaille dur, tu ne seras jamais riche, les riches sont diaboliques. Peu importe. À moins de changer votre état d'esprit, votre argent ne vous aidera pas. En effet. On voit des gens qui gagnent à la loterie ou qui gagnent beaucoup d'argent et ils ont toujours les mêmes problèmes, car ils ont l'âme d'un pauvre. C'est sûr, si vous êtes pauvre, vous resterez pauvre. C'est très difficile pour les gens de comprendre ça. L'argent disparaîtra très rapidement. Comme la plupart des athlètes, ils font des millions de dollars et environ 65% d'entre eux perdent tout 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Si vous leur dites ça, vous les mettrez en colère. Ils diront que c'est la faute des riches. Les riches m'ont arnaqué, le gouvernement m'a arnaqué. Malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est que c'est transmis génétiquement. C'est l'aspect effrayant de la chose. Donc, ce que M. Lipton disait, ce que Trump et moi disions, puis ce que Jim Records et Nomi Prince disent, c'est que nous devons changer ce que nous enseignons à nos enfants.
J'essaie de changer ça. Vous savez, cette âme, cet ADN, et leur enseigner un autre état d'esprit. S'ils doivent leur enseigner cela, Einstein disait que l'imagination est plus important que le savoir. C'est vrai, mais vous devez aussi connaître le savoir de base concernant les taxes, les dettes, les comptes annuels et tout le reste. Si vous ne voulez pas les apprendre, je ne peux rien pour vous. Mon père pauvre n'a jamais voulu apprendre ce que mon père riche m'apprenait. Vous avez écrit un livre avec Trump car vous étiez tous les deux passionnés par le fait de transmettre ce savoir. Vous aviez tous les deux des pères riches qui vous ont ouvert l'esprit sur ce qui est possible. C'est un peu comme avoir la mentalité d'un investisseur. Comment puis-je me le permettre? Vous voyez chaque chose dans la vie comme un investissement de temps, d'argent. C'est un incroyable état d'esprit à avoir. Quel a été le processus d'écriture des livres avec Donald Trump? Vous avez écrit 2 livres ensemble. Et qu'avez-vous appris de lui? C'est un homme avant d'être un président. Il n'y a pas de Donald Trump. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous voyez à la télé, c'est qui il est vraiment. Il ne sera pas comme vous. Beaucoup de politiciens ont 2 facettes. Trump n'en a qu'une, celle qui est le président actuellement. Ce que j'apprécie chez lui, c'est que je sais toujours ce qu'il en est. Je n'ai pas à deviner. Il vous dit les choses franchement. Jim Records a dit, je connais ce gars, c'est un gosse qui a grandi dans le Queens. Exact. C'est un dur à cuire. Il est très dur. Le quartier du Queens n'est pas si loin de l'école où j'allais à New York. Ces gars sont des durs. Vous êtes dur aussi. Nous sommes devenus durs en grandissant. Mais pour beaucoup de gens, c'est offensif. C'est le nouveau truc à propos des déclencheurs à l'école. Vous n'avez pas le droit de m'offenser, vous ne pouvez pas m'effrayer, ne me donnez pas des cacahuètes. Ok. Vous savez, nous devenons de plus en plus faibles. C'est mon opinion. J'ai souvent entendu ça de la part de personnes issues de votre génération. Vous et Trump dites que le politiquement correct nous tue. Ça nous tue. Quand j'étais enfant, on se taquinait tout le temps. Vous ne pouvez plus rien dire désormais. Vous ne pouvez plus taquiner quelqu'un car il va vous poursuivre en justice. Dans ma situation, je ne reste jamais seul avec une femme, sinon je me fais rapidement poursuivre en justice. Vous comprenez? Je ne fais pas l'idiot. J'aime ma femme et nous sommes mariés depuis 33 ans. Mais de nos jours, on vous accuse pour un rien, et vous voilà coupable. C'est une maladie dans notre société. Ça va changer dans les 50 prochaines années? Ça doit changer, n'est-ce pas? L'un de mes meilleurs professeurs s'appelait Buckminster Fuller, il a créé le dôme géodésique et tout ça. C'était le genre d'homme qui me recadrait spirituellement. Il parlait toujours des principes généraux, et ces principes sont toujours vrais, sans exception. Si vous faites tomber une pierre dans l'eau, les ondulations vont toujours dans ce sens. On appelle ça la précession. Il dit qu'il n'y a aucune exception. Vous ne pouvez pas faire tomber une pierre dans l'eau sans obtenir d'ondulation. Peu importe ce que l'on fait, dans tous les cas il y aura des ondulations, ça s'appelle la précession. L'éphéméralisation, c'est notre capacité de faire plus avec moins. Si vous regardez un téléphone portable, il possède plus de puissance que l'ordinateur Sperry d'il y a 50 ans. C'est faire plus avec moins. Les humains deviennent de plus en plus puissants. Nous avons plus de pouvoir. Malheureusement, nous ne sommes pas évolués en tant qu'êtres humains. C'est horrible. Nous sommes plus séparés et plus antisociaux. Les médias sociaux sont antisociaux. Je ne suis pas ces choses personnellement. Je fais très attention à ce que je dis, contrairement à Trump. Mais nous sommes tellement devenus antisociaux. Les gens sont tellement séparés. C'est la partie dangereuse. Alors, la raison pour laquelle je parle de spiritualité, c'est que nous devons évoluer. Ça veut dire méditer, faire du yoga, prier, aller à l'église, peu importe ce qu'il faut pour y arriver. Mais vous devez revenir au calme, à la paix et la méditation. Que faites-vous de toutes ces altercations qui nous arrivent? Je ne vis plus aux États-Unis, mais tout le monde me dit que c'est difficile d'aller à un dîner car des disputes éclatent. Ils se battent. Ça se dispute partout. On se bat entre nous, on se bat contre l'environnement. Comment cela vous fait-il sortir de vos gonds? Et comment voyez-vous ça? C'est pour ça que je parlais de Fuller qui m'a appris les principes généraux. L'un des principes généraux, c'est l'émergence à travers l'urgence. Quand vous regardez le mot emergency, la racine du mot est émerger. Fuller disait que la seule façon dont l'être humain évolue, c'est avec l'urgence. Une crise. Une crise, oui, et une grande crise arrive. Tel que nous le savons tous, nos banques nous ont énormément arnaqués. Ce sont juste un tas d'escrocs. Je ne sais pas comment ils font pour se regarder en face. Mais les banquiers volent des trillions et récoltent des bonus par milliards. Aucun d'eux ne va en prison. C'est la maladie de notre société. C'est pourquoi Trump et moi avons écrit sur l'éducation financière. C'est comme de l'autoprotection. C'est comme pratiquer le judo contre notre gouvernement, nos systèmes bancaires et Wall Street.
C'est pourquoi je suis ici avec vous et Jim Records. Alors, le fait d'enseigner aux gens ce que les écoles ne nous apprendront pas, c'est comme de l'autoprotection. Quand on s'est parlé hier, je vous ai demandé ce qu'il se passera les 3 prochaines semaines car vous voyagez partout dans le monde. Je vous ai demandé, Robert, pourquoi voyagez-vous autant? Et vous avez répondu, car je dois dire aux gens que ce crash va arriver et que les conséquences seront terribles. Vous vous sentez investi par la mission de faire savoir aux autres ce qu'il se passe. C'est un peu ça. Vous savez, j'ai aussi de la malchance parfois. J'ai connu des crashs financiers, j'ai connu des gens qui m'ont poignardé dans le dos, mais ce n'est pas grave. Car j'ai grandi avec ça. C'est ça la spiritualité. Les gens ont peur de faire des erreurs, comme on nous l'apprend à l'école. Ils ne grandissent pas. Avec la spiritualité, il y a le bon et le mauvais. Ce qui est juste et ce qui est faux. Il y a les hauts et il y a les bas. La plupart veulent être justes et être positifs. Vous ne pouvez pas avoir ça, ce n'est pas la réalité. Vos 2 premiers business, votre premier business a réussi et a échoué. Le deuxième également, mais vous ne seriez jamais arrivé jusqu'ici sans ces, entre guillemets, mauvais événements. Devrions-nous arrêter de dire le mot mauvais? Non, chaque fois que j'ai échoué, je me disais, ok, qu'est-ce que j'ai appris? La plupart des gens, la raison pour laquelle ils sont pauvres c'est qu'ils n'ont jamais échoué. Ils ne prennent pas de risques. Ils n'ont jamais fait d'erreur comme on nous l'apprend à l'école. Mais ça veut dire qu'ils n'ont jamais rien appris. C'est pourquoi le système scolaire est fondamentalement corrompu. Il est anti-éducatif. Ne fais pas d'erreur et ne demande pas d'aide. Si je n'avais jamais demandé de l'aide, et j'ai mes comptables, mes avocats, mes banquiers, et tout le reste. Je fais du business comme une équipe de rugby. Bam, boum, et on fout une branlée. Mais la personne moyenne reste sur place. Je suis un excellent étudiant, je vais tout faire par moi-même, et j'ai un tas de joueurs de rugby qui va t'écraser. Ce n'est pas juste. Tu ne joues pas, idiot. Tu devrais avoir une équipe, des comptables, des avocats, des banquiers et tout le reste. Mais ce n'est pas un jeu auquel je veux jouer. Je lui dis, alors n'essaie pas de jouer. Le jeu du business se joue avec des comptables, des avocats, des banquiers, et j'ai horreur de dire ça, des politiciens. Vous devez connaître le jeu. Et vous devez le jouer durement. J'adore l'Angleterre, car mon jeu favori est le rugby. Et dans les années 70, j'ai eu le privilège de jouer avec Blackis. J'étais presque au paradis. Pouvoir être en Angleterre et jouer au rugby. Et puis d'aller à Twickenham, pour la Coupe du Monde. C'était en Australie, et Sir Johnny Wilkinson a battu les Australiens dans le meilleur match de rugby qui n'a jamais été joué. C'était l'Angleterre contre l'Australie, et les deux ont fait une prolongation. Vous pouviez voir le véritable état d'esprit des joueurs se révéler. Certains s'écroulaient sur le terrain, non pas parce qu'ils étaient épuisés mais parce qu'ils avaient des crampes. Ils ne pouvaient plus bouger. Et Wilkinson, que je pardonne pour avoir fait ça, traverse tout le terrain. Mais c'est le jeu. Beaucoup de gens restent assis dans les gradins. Alors soyez dans le jeu. C'est pourquoi vous aimez le rugby. Car ils sont sur le terrain, ils font la compétition, ils sont en tête à tête, c'est brut. Le rugby est un sport d'équipe, le football aussi, les règles sont juste différentes. J'ai arrêté le football. Vous ne pouvez blesser personne? Alors je reste avec le rugby. Les autres joueurs sont des golfeurs, ils jouent tout seuls. Tout le monde est différent. Alors, je dis aux jeunes de trouver leur jeu. Financièrement, mon jeu est premièrement le business, et deuxièmement, l'immobilier. C'est pourquoi je ne paye aucune taxe, et c'est pourquoi Trump ne paye pas de taxes. Légalement, c'est une combinaison de business et d'immobilier qui nous donne un avantage injuste sur les employés. Car ils ne savent pas comment faire ça. Il y a une semaine ou deux, il y avait un article dans le New York Times. Et sur la couverture, on voyait Jared Kushner, le beau-fils de Trump. J'ai vu cet article. Vous l'avez lu? Oui, je l'ai lu. Et c'était sur la dévalorisation. Exact, il ne paye aucune taxe, et sa richesse s'agrandit. Les bras de tout le monde étaient en l'air, regardez ce gars qui ne paye pas de taxes. C'était le New York Times, qui est considéré comme l'un des meilleurs journaux qui nous montrait à quel point c'était mal de la part de cet entrepreneur qui a multiplié sa fortune par 3 ou par 4 lors des 3 ou 4 dernières années. Alors, j'ai pensé à vous. Qu'est-ce que ça nous dit? Que voyez-vous quand vous voyez cet article? Les articles du New York Times sont écrits à partir de l'état d'esprit d'un employé, ils n'ont aucune éducation financière. Quelqu'un a dit que Kushner avait une faille nommée la dévalorisation. Tu t'es fait avoir, idiot. C'est illégal, ce n'est pas une faille. Se dévaloriser, c'est ce que le gouvernement veut qu'on fasse.